Bienvenue pardon, à toutes et à tous sous les sons de cette mélodie qui met en musique les vers du poète Jorge Seferis, source d'inspiration pour l'intitulé de notre rencontre aujourd'hui. Et vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi nous avons choisi, entre autres, ces poètes pour intituler notre rencontre. J'ai le grand plaisir, le grand honneur d'accueillir à la Bulac Anne-Laure Brisac. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Merci Anne-Laure. Anne-Laure qui réunit plusieurs casquettes. Elle est éditrice, traductrice, chargée de collection pour les domaines grecs à la Bibliothèque nationale de France, à la BNF. En tant qu'éditrice, elle a fondé et dirige la maison d'édition Signes et Balises, spécialisée dans la publication des récits de voyages, des témoignages, des correspondances ou encore des romans, proposant un catalogue de textes variés, de littérature française ou étrangère, dans lesquels les thématiques de la mémoire et la transmission occupent une place de choix. Rappelons à cet égard la sortie récente de l'essai de biographie historique de l'historienne Rika Benveniste, intitulé Luna, du nom de sa protagoniste, une citoyenne des confessions juives de Thessalonique qui exerçait le métier de tapissière d'ameublement pendant l'entre-deux-guerres, juste avant de se retrouver dans l'enfer et l'horreur des camps d'extermination et concentration nazis. En tant que traductrice, alors, elle a traduit plusieurs ouvrages, plusieurs auteurs grecs contemporains, notamment ceux représentant plutôt la génération post-1974, post-dictature des colonels, et nous y reviendrons un peu plus loin dans notre discussion. Nous avons donc décidé de nous retrouver ici aujourd'hui à l'occasion d'un anniversaire. C'était au mois de juillet 1974, il y a 50 ans, que le régime autoritaire et totalitaire instauré 7 ans plus tôt, en 1967, par l'agent militaire des colonels, allait enfin prendre fin. Pas sans avoir auparavant être complice dans le déclenchement et le déroulement de la tragédie chypriote. Notre rencontre fait écho à plusieurs événements qui ont eu lieu l'année dernière autour de cette séquence de l'histoire grecque contemporaine. À ces propos, rappelons entre autres l'exposition à la Bulac consacrée à la mise en valeur de la bibliothèque d'un couple de résistants contre la dictature des colonels, Jean Menon et Hélène Menon Zographos. Ensuite, une journée d'études à l'INALCO qui a abordé en termes d'histoire publique la place de la répression par l'agent des manifestations d'étudiants de l'école polytechnique en novembre 1976. Et puis, un colloque à la BNF que nous avons co-organisé avec Anne-Laure, notre collègue Fabien Douet, responsable à la BNF des collections hispanophones, qui proposait une étude des luttes contre les régimes dictatoriaux en Grèce et au Chili, dans une volonté, cette fois-ci, d'histoire connectée. Cette fois-ci, nous aimerions parler de la période post-dictatoriale, en évoquant, en commentant le phénomène de l'édition littéraire en Grèce pendant ces 50 dernières années, et puis aussi de la traduction en français d'œuvres littéraires grecques. Notre événement, notre rencontre s'inscrit dans une longue série de manifestations qui ont déjà eu lieu en Grèce cette année ou qui sont programmées d'ici la fin de l'année. Parmi cette pléthore d'initiatives, nous pouvons mentionner l'exposition de nos collègues à la Bibliothèque nationale d'Athènes, qui, en collaboration avec les archives nationales grecques et la radio-télévision publique, ont organisé une exposition intitulée « Rupture 74, de la dictature à la démocratie », qui, je cite, « présente des documents d'archives uniques concernant la dictature et la lutte contre celle-ci, les principaux changements institutionnels pendant la première année de la métapolite FC, mais aussi des événements marquants de la métapolite FC sociale et culturelle au début des années 1980. » Eh bien, dans le descriptif de cette exposition, tout comme dans la plupart des événements commémoratifs autour de cet anniversaire, on retrouve de manière récurrente un mot, un terme, difficile à traduire en français, quasi intraduisible, pourrait-on dire, le terme de métapolite FC. Ces termes auraient été utilisés pour la première fois par une figure emblématique du Parti communiste grec, Grigoris Farakos, dans le journal
plus ou moins officielle, la tribune officielle du parti, Rizos Pastis, en septembre 1974. Je vous laisse découvrir cet extrait et cette citation dans les journaux en question. Cette affirmation contient une critique à peine dissimulée au sujet du gouvernement formé à l'époque par Konstantinos Karamanlis suite à son retour en Grèce. Et pour que tout le monde puisse s'y retrouver, voici, dans les paysages politiques de la Grèce de l'époque, voici quelques jalons, quelques repères chronologiques d'histoire politique pour la période que nous allons commenter et évoquer tout au long de notre discussion. Alors, par la suite, aussi bien Karamanlis que son rival politique Andreas Papandreou utilisent ces termes de métapolite aussi dans le sens de la passation du pouvoir des forces armées au pouvoir exécutif. Pourtant, certains chercheurs, à l'instar du sociologue Konstantinos Tsoukalas, expriment leur scepticisme quant à la pertinence du terme. Ce que l'on pourrait dire d'emblée, c'est qu'on a attribué à ce terme une définition stricto sensu et une définition plus large, comme Yorgos Babiniotis nous le montre dans son dictionnaire consacré au grec moderne. Et qu'on découvre ici les deux définitions, donc un peu plus restreintes la première, un peu plus large la deuxième. Souhaitant dépasser cette définition restreinte, des historiens comme Antonis Liakos perçoivent la métapolite en termes d'espace-temps. Sans exclure sa composante en tant que changement instantané des régimes politiques, ils considèrent que la métapolite renvoie aussi à une période historique, un processus en devenir. Et Adonis Liakos fait aussi allusion à deux autres moments phares de ces années 70 en termes de transition démocratique, c'est-à-dire la chute du régime de Salazar au Portugal, et en 1974, là aussi. Une année plus tard, en Espagne, il y aurait la transition démocratique, les commencements de cette transition démocratique suite au décès de Franco. Et si on en retient cette définition élargie du terme, on ne peut que s'interroger sur ses contours chronologiques. La date du départ, faisant l'unanimité, allant de soi, les mois de juillet 1974, avec la chute de la dictature. Mais quelle est la date? Quelle serait la date d'arrivée? Plusieurs dates sont avancées par des politologues, des journalistes, des historiens, des sociologues. Alors, quelques-unes, 1981, pourquoi? Parce que c'est la première alternance démocratique au pouvoir suite à la victoire du PASOK, du Parti socialiste, aux élections de cette année. 1989 pour d'autres. Pourquoi? Puisqu'il y a eu les premiers gouvernements de coalition entre un parti de droite et le Parti communiste grec. Et puis, il y en a certains qui disent, mais non, la fin de cette métapolite, c'est 2010. Pour quelle raison cette fois-ci? C'est quand la crise financière frappe la société grecque. Et puis, enfin, selon les journalistes de Kathimerini, Padelis Boukalas, les désengagements politiques et les grands déclins de l'intérêt pour les biens communs montrent qu'après un demi-siècle, la fin tant annoncée de la métapolite est arrivée. Eh bien, alors, suite à ces tours d'horizon panoramique des usages et définitions du terme métapolite dans l'espace médiatique, historiographique ou encore politique, qu'est-ce qu'on pourrait dire de la perception et l'usage de ces termes dans l'espace et les temps éditorial? Est-ce qu'il y aurait une approche différente, une sensibilité temporelle distincte face à cette notion et ou période formatrice de la société grecque contemporaine? Merci Nicolas pour cette brillante introduction, comme d'habitude, mais ce n'est pas pour te flatter. C'est qu'en effet, ton panorama rend bien compte des tensions qui animent cette période depuis de 50 années. Et quand tu m'avais proposé de réfléchir à la notion même, j'avoue que dans un premier temps, ma réaction a été la surprise, parce que pour moi, ça ne posait aucune espèce de difficulté. Métapolite FC, c'était les 50 ans. C'est depuis 1974, et je ne pensais même pas qu'il pouvait y avoir un doute, un questionnement sur la fin de cette période. Voilà. Mais du coup, ta question m'a obligée à réfléchir, à voir les choses autrement, et ça, c'est toujours évidemment très intéressant.
Ce que je voulais préciser, c'est en quel nom je parle. Tu m'as présenté très aimablement sous mes différentes casquettes. Ce qui m'occupe beaucoup dans la journée, c'est en effet, en étant chargée des collections grecques de la BNF, de faire ce qu'on appelle la veille éditoriale, c'est-à-dire regarder ce que les éditeurs grecs publient jour après jour, mois après mois, et acheter des livres, choisir des titres pour enrichir les collections de la BNF. Ça me donne à la fois un panorama certain, mais en même temps, on a un peu le nez sur le guidon, comme on dit, de façon un peu familière. Hein. On est dans le détail du catalogue et parfois, on a un petit peu de mal à prendre un peu de recul et à voir les choses plus globalement. Et notre échange ici m'a permis, la préparation de l'échange m'a permis justement de prendre un peu une plus grande hauteur et de voir les choses de manière plus globale. Mais j'ai jugé que ça ne suffisait pas. Donc, vous entendrez ma voix, mais vous entendrez la voix que je relaye de différentes personnes que j'ai interrogées, qui ont joué ou qui jouent encore un rôle important dans le champ de la vie du livre, on va dire. C'est pas seulement d'ailleurs la vie éditoriale. Disons vie éditoriale, on pourrait penser que c'est le point de vue de l'éditeur, mais c'est la vie du livre globalement. Et en effet, il apparaît que la vie du livre, enfin prendre la métapolitepsie sous cet angle de la vie éditoriale, de la vie du livre, permet de réfléchir cette période. C'est ce que j'ai compris. En réfléchissant bien sûr, mais aussi en écoutant ce que m'ont dit les différents intervenants que j'ai interviewés et dont je vais vous dire le nom. Ça me permet, la vie éditoriale ou la vie du livre permet d'avoir une approche pas seulement politique. Tu as cité des dates, la coalition, l'arrivée de la gauche, la coalition, etc. Ça, c'est la vie politique. Mais ce que m'ont fait bien comprendre les personnes que j'ai interviewées, c'est que la métapolitepsie, c'est aussi des modifications, des changements, des transitions culturelles. Et la vie du livre permet d'appréhender ça. Et ça, c'est tout à fait passionnant. Et vie culturelle de façon large, histoire des mentalités, enfin histoire, l'évolution des mentalités aussi d'une manière plus générale. Alors à qui est-ce que j'ai demandé leur avis, leurs conseils, des précisions? J'ai interviewé une personne dont vous avez probablement déjà entendu parler, qui est Catherine Vélissaris, qui est une personne qui a joué un rôle extrêmement important dans toute justement la vie culturelle et la vie du livre en Grèce, qui est une Française qui vit à Athènes depuis, je pense qu'elle a dû arriver en Grèce après la fin de la dictature, et travaillant à l'ambassade de France. Je ne sais pas exactement ce qu'elle faisait quand elle est arrivée là-bas, mais elle a eu un rôle extrêmement important à partir des années 80, et elle a fondé le Centre de traduction littéraire, qui est on en reparlera peu après. Elle a fondé ECEMEL, le Centre européen de traduction littéraire, et ensuite elle a dirigé ce qui est le ECEVI, qui est l'équivalent du CNL chez nous, le Centre national du livre. C'était aussi elle qui a lancé la première foire du livre de Thessalonique, qui avait été conçue un tout petit peu l'année précédente par elle, mais elle m'a expliqué dans quelles conditions ça s'est fait. Donc vous voyez, elle a un rôle absolument majeur, et elle m'a beaucoup éclairé du côté institutionnel, on va dire, sur toute cette période. J'ai posé des questions aussi à une personne qui s'appelle Manolis Piblis, qui est quelqu'un d'un petit peu plus jeune, je crois qu'il doit être né au milieu des années 60, peut-être à la fin des années 60, qui est un critique littéraire, un journaliste, et qui a été directeur de la Foire du Livre de Thessalonique, qui anime une émission de télévision sur le livre, je ne sais plus quelle chaîne là, je dois dire, et qui a fondé il y a 3 ans la Foire du Livre de Lacanée, de Chania, qui est une nouvelle foire du livre en Grèce. Et ça va être tout à fait intéressant, les réponses qu'il m'a apportées. J'ai interviewé l'écrivain, traducteur, poète, traducteur de grec, Gilles Ortlieb, que sans doute vous connaissez aussi, qui vit entre la France et la Grèce, qui connaît très bien, lui, la vie du livre, côté écrivain, si vous voulez. Il est ami avec beaucoup d'écrivains là-bas. Il traduit, c'est le grand traducteur de Séphéris. Très bientôt, il va faire paraître
va paraître sa traduction de la fin des Meres de Séféris, des journées, ce journal que Séféris avait demandé de ne faire paraître qu'après sa mort. Il avait déjà traduit, Gilles Ortlieb avait déjà traduit les 4 premiers volumes il y a 2 ans, et les 4 derniers paraissent bientôt. Voilà, j'ai aussi demandé leur avis pour terminer, son avis pour terminer, à un écrivain que je connais bien et que je traduis depuis qu'il est traduit en France, c'est Christos Chrysopoulos, qui est né en 68. Donc il a exactement l'âge, si vous voulez, 74 aujourd'hui, c'est comme il me dit lui-même, c'est le cycle de sa vie. Donc il a pu appréhender les choses d'un point de vue de jeune homme, d'adolescent, enfin enfant-adolescent, mais en fait, après toute sa vie d'adulte, a pu être exactement parallèle à toute cette évolution de cette période. Que doit-on retenir de ce qu'ils m'ont dit quand je leur posais la question « Qu'est-ce que c'est ? Que représente pour vous le mot métapolitefsie ?» Il y a eu des réponses analogues à ma réaction, c'est-à-dire métapolitefsie, c'est depuis 1974 et on n'a pas d'autre chose à discuter là-dessus. Mais il y a eu d'autres réponses, qui est le jeu, enfin l'interrogation sur le préfixe méta. Avec la notion de transition, ça rejoint ce que tu disais pour le Portugal ou l'Espagne. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une période d'importantes évolutions, je mets ça au pluriel. Donc on est à la fois entre un moment, une tension, si vous voulez, entre une rupture évidente, 1974, le retour à la démocratie, la fin de la censure, la fin de tout ce qu'on sait et qu'on peut imaginer pour des régimes dictatoriaux, et donc cette date-là, et en même temps cette durée, et la durée qui suppose l'évolution. Mais ce que m'a exposé de façon plus précise, enfin plus fine, disons, Manolis Piblis, et je trouve très intéressant, c'est que durant la dictature, on repère plusieurs moments. Ça aussi, on le sait, si vous voulez, même une période de 7 ans, qui est relativement brève, suppose forcément différents moments. Mais du point de vue qui nous intéresse, c'est-à-dire du point de vue de la vie du livre, de la vie intellectuelle, de la vie culturelle, il distingue un premier moment qui est les 3 premières années, il dit exactement, 67-70, où il insiste sur le fait que la junte pratiquait ce qu'il appelle la censure préventive. Donc il y avait vraiment un blocage, une interdiction, une impossibilité de s'exprimer, de publier, une difficulté au minimum durant cette période-là, ce qui n'a pas empêché, précise-t-il, que des maisons d'édition ont eu le courage des personnes ont eu le courage de créer des maisons d'édition. Il me cite 3 noms: Calvos, Quimena, Stochastis. Et j'avoue que ce ne sont pas des maisons dont le catalogue m'est très familier. Mais en expliquant cette chose tout à fait intéressante, c'est que là, on est donc au début de la dictature, que le courage de ces éditeurs qui ont fondé ces maisons, malgré les difficultés de publication, puis on peut imaginer tout ce qui va avec, hein, la difficulté de trouver du papier, etc. Ces éditeurs ont nourri les jeunes gens, peut-être même les moins jeunes gens, qui, à la fin de la dictature, et en particulier au moment de l'occupation de l'école polytechnique en novembre 1973, se sont élevés avec les conséquences dramatiques que l'on sait. C'est-à-dire qu'en fait, il m'explique, il y a une génération de jeunes gens qui a été en partie bien sûr, hein, mais nourrie, influencée par les publications de ces éditeurs. À partir de 1970, donc seconde moitié de la période de la junte, 70-74, et en particulier 72, il s'opère un tournant, la censure préventive s'assouplit, voire disparaît. Et évidemment, la production éditoriale, non pas fleurit, il faut
on n'ira pas jusque-là, bien entendu, on reste sous la dictature. Hein. Mais il y a des initiatives qui sont marquantes. Alors, par exemple, je vous donne un exemple. Vous connaissez peut-être, c'est pour ça que c'était intéressant de citer Seferis, ce texte, Dekaortoki Mena, qui est publié par les éditions Kedros en 70, avec Seferis, vous voyez, qui est en haut, le premier auteur en haut de la liste. Donc 18 textes, hein, mot à mot 18 textes. Tous les auteurs sont indiqués par ordre alphabétique, sauf le premier, Seferis. Seferis, dès le premier jour de la dictature, avait juré qu'il n'écrirait pas une ligne. Il ne publierait pas une ligne. Et c'est le retour en littérature publique, c'est le retour de Seferis écrivain grâce à ce texte en 1970 aux éditions Kedros, qui, elles, les éditions Kedros datent de 1954. Donc, elles avaient déjà pas tout à fait 20 ans, une quinzaine d'années. Tu l'as noté? Oui, voilà, hein, troisième à gauche, voilà. Donc, c'est une maison d'édition qui est déjà bien installée dans le paysage, si vous voulez. Et elle fait date, enfin, cette publication fait date. Ils l'ont republié tout récemment, d'ailleurs. Le texte vient d'être, tu as vu, il vient de ressortir, enfin il y a 2 ans, quelque chose comme ça, il est reparu. Et il y a d'ailleurs une traduction française qu'on ne trouve pas, pour le coup, chez Gallimard, avec pas tout à fait les mêmes textes. Je vous retrouverai peut-être, s'il faut, le titre. Donc, deuxième, vous voyez, le tournant au milieu de la période de la dictature. Et 70-72, c'est ce que remarque Manolis Piblis en me disant, voilà, il y a un assouplissement qui s'opère dans la seconde moitié de la période de la junte. Alors, il ne me dit pas à quoi ça peut tenir. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que peut expliquer cet assouplissement ? J'ai quelques hypothèses, mais là, je n'ai pas du tout les moyens pour l'instant, comme aujourd'hui, ce soir, de les vérifier. Hein. Mais en dépouillant la revue Athènes Press Libre, pas Poria, parce que ça dure moins longtemps, mais il y a à Paris, du jour où la junte prend le pouvoir en avril 67, 3 semaines plus tard, il y a un groupe de Grecs qui travaillent à Paris, sous la direction de Someritis, Ricardo Someritis, qui était journaliste déjà installé. Il n'est pas venu s'exiler à Paris. Hein, il était déjà installé en France. Il travaillait pour plusieurs journaux. Et il a réuni une équipe de journalistes, de correspondants aussi, dans toute l'Europe. Et il publie toutes les semaines de façon systématique jusqu'à 1974, jusqu'à juillet 1974, sauf en mai 68, toutes les semaines, un bulletin d'information qui s'appelle Athènes Presse Libre. Et vous le trouvez aujourd'hui entièrement numérisé sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale. Et c'est très, très intéressant. Donc, j'ai dépouillé ce bulletin. C'est vraiment un bulletin d'information, hein, plus que d'opinion, si vous voulez, mais des informations extrêmement précises. On se demande comment ils arrivaient à faire circuler, d'ailleurs, l'information. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on distingue très bien qu'il y a 2-3 premières années durant lesquelles les pays d'Europe de l'Ouest s'intéressent assez peu à la dictature en Grèce et intériorisent d'une certaine façon le discours officiel qui dit que ce sont les Grecs qui ont voulu ce régime. Et ils ne sont pas si mécontents, ça leur permet d'échapper au communisme. Hein, de façon très, très, je vous dis ça de façon très globale, voire caricaturale, mais c'est l'idée. Seulement à partir de 1969-70, d'abord, comment dire, parce que les relations commerciales entre les pays occidentaux et la Grèce sont plus complexes. Elles se font toujours, hein, rassurez-vous, il n'y a aucune difficulté, mais c'est quand même plus complexe. Les exilés en Grèce, en France, sont très actifs. Et pour tout un tas de raisons, l'Occident, enfin l'Europe occidentale et sans doute au-delà, reconnaît la brutalité du régime dictatorial. Et il y a un autre regard. Je me demande si c'est pas pour cette raison, peut-être pour cette raison entre autres, disons,
que la junte en Grèce est un peu tenue de relâcher sa pression, ça reste une dictature bien sûr, hein, et que les éditeurs ont la possibilité ont les coudées un tout petit peu plus franches. Voilà. C'est une hypothèse que je formule, hein. Il y en aurait probablement d'autres à creuser. Donc, tout ça pour dire que tout ne commence pas en 1974. Voilà. Du point de vue de la vie du livre, on peut dire que la métapolitepsie, elle a ses prémices un peu avant, 2 ans avant, 3-4 ans avant. Hein. Et bien entendu, à partir de 1974, il y a une floraison de maisons d'édition, de publications. Alors, ce que je vous propose maintenant d'exposer, avant qu'on regarde les chiffres de façon plus précise, mais ce que je peux vous proposer, c'est les grands moments de la vie du livre de 74 à nos jours. Hein. Le tout début, donc, c'est la première période, 74, année 2000, 2001 environ. Hein. On constate évidemment une efflorescence de publications, de naissance de maisons d'édition. Je crois que tu avais... Voilà, on voit... à droite, ce que sont aujourd'hui les plus grandes maisons d'édition qui continuent d'exister, sauf Gavriilidis, du fait du décès de son fondateur, mais les autres, ce sont les grandes maisons d'édition qui publient, je ne sais pas, Patakis, elle n'est pas là. Voilà. Patakis, c'est vraiment juste à la fin de la période de la junte. Je crois que c'est 300 livres ou 900 livres par an, tous titres par an. Enfin, c'est colossal, hein, sur l'ensemble du paysage éditorial. C'est aussi un moment où beaucoup de traductions sont prises en charge par les éditeurs grecs, des traductions de textes d'anglais, bien sûr, de français, mais de toutes les langues. C'est aussi une période où émergent, on verra un peu plus en détail tout à l'heure, des genres littéraires qui, juste là, étaient un petit peu en arrière-plan, en particulier le roman. Hein, on y reviendra. C'est la période où les relations entre la France, pour ne prendre que l'exemple, hein, de la France et de la Grèce, sont au beau fixe en termes culturels. Et on est dans le prolongement de ce qui se faisait depuis plusieurs décades, et en particulier sous l'impulsion de quelqu'un comme Octave Merlier, où je voyais un peu qui c'est. Octave Merlier, il a dirigé l'Institut français de Grèce avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale. C'était un philhellène, c'était un traducteur. Je crois qu'il était marié à une grecque. Je ne sais plus. Traducteur, éditeur. Et il a joué un rôle considérable dans la vie de l'Institut français de Grèce, dans la vie politique. Il a permis, alors il y a un fait extrêmement important et que moi j'ai toujours plaisir à relater à nouveau parce que je trouve ça magnifique. Il a permis à une génération de très jeunes résistants intellectuels de fuir la Grèce au tout début de la guerre civile, enfin dans les mois qui ont précédé, c'est-à-dire en janvier 45, hein, après la fin, après Athènes est libérée en octobre 44, hein, surviennent des combats en décembre 44 qu'on appelle les Decembriana, les journées de décembre, qui en fait sont les prémices de la guerre civile qui oppose les nationalistes et les communistes essentiellement, qui sont essentiellement eux qui avaient mené la résistance contre les occupations, mais en particulier l'occupation nazie. Et plusieurs dizaines de jeunes gens qui s'étaient engagés de façon extrêmement courageuse dans la résistance et dans ces combats de décembre, qui risquaient leur vie, ont pu, grâce à Octave Merlier, trouver place sur un bateau. C'est vraiment un épisode à la fois romanesque et en même temps extraordinaire d'un point de vue de l'histoire culturelle et politique. Un navire qui s'appelait le Mataora. Ils ont quitté la Grèce et ils sont arrivés en Italie, après quoi ils ont été accueillis en France à la Fondation hellénique. Et ils ont finalement, pour beaucoup d'entre eux, pu d'abord être sauvés,
ils ont tous été sauvés, mais pour beaucoup d'entre eux, ils ont continué leur carrière en France. Et vous avez dû entendre parler de Yannis Xenakis, de Melpo Axiotti, de Castoriadis, de Kostas Axelos. Tous ces gens ont dû leur survie à Octave Merlier. Il a fondé des éditions. Il y a une imprimerie si vous allez un jour à l'Institut français d'Athènes, on vous demandait à visiter le lieu où était, dans le sous-sol, où étaient imprimées des éditions de l'Institut français. Enfin, c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été rappelé en France par Pétain, parce qu'il dérangeait un petit peu. Et dès la 1944, il est retourné là-bas. Et il a continué son œuvre. Alors, j'avoue que je ne sais plus jusqu'en quelle année. Mais si vous voulez, il avait une aura telle que dans les années 70, donc finalement pas très longtemps après la guerre, hein, c'est une trentaine d'années, le philhellénisme français et la francophilie grecque continuaient de rayonner. Voilà où simplement je voulais en venir. Et c'est dans ce cadre-là qu'en 1986 est fondé le Centre de traduction littéraire qu'a fondé et dirigé Catherine Vélissaris, dont je vous parlais tout à l'heure. Et pourquoi c'est important ? C'est pas seulement... C'était un centre qui formait des traducteurs. Donc, 86, on est 10 ans après la fin de 12 ans après la fin de la dictature, qui reste encore très vivace dans les souvenirs et les esprits, bien entendu. Hein. Parce que tout ça ne se fait évidemment pas du jour au lendemain. Mais moi, je n'ai pas connu cette période-là, mais ce que m'a raconté Catherine Vélissaris, et franchement, je pense que ce n'est pas du tout pour s'en vanter, c'est que non seulement, et bien entendu, ce centre formait des traducteurs français qui traduisaient des œuvres du grec et qui ensuite allaient proposer des textes à traduire aux éditeurs français, mais ça fonctionnait dans les deux sens. Donc, c'est l'intérêt absolument. Les éditeurs grecs venaient au CTL où il y avait, ça crée un réseau entre éditeurs grecs et éditeurs français. Les éditeurs grecs retrouvaient également des textes français à traduire. Et c'était aussi un lieu d'une vie culturelle extrêmement riche. Des gens comme Nathalie Sarraute, comme Marguerite Yourcenar, comme Émile Cioran sont venus à l'invitation du CTL rencontrer les éditeurs grecs, vous voyez, rencontrer les futurs traducteurs, mais aussi les éditeurs grecs. Donc on est dans une période extrêmement vaste, riche, où des collections de traduction en France se forment. Par exemple, les éditions Hatier ou les éditions Actes Sud créent des collections de littérature grecque. Vous avez dû voir cela dans des bibliothèques. Alors aujourd'hui, elles sont disparues, mais on les retrouve dans des bibliothèques. Parfois, certains titres, en ce moment, connaissent une nouvelle publication. On en reparlera plus tard. Un peu moins de 10 ans plus tard, en 1994, est fondé Ekevi, c'est-à-dire Ekevi, Efniko Kentrov tu Vibliu, c'est ça, le Centre national du livre. Voilà. En France, on a un Centre national du livre, vous en avez dû en entendre parler, il date de 1946. En Grèce, 1994. À quoi sert un Centre national du livre ? Alors, on lui confie un certain nombre de missions. Hein. Il dispose d'un budget de salariés. Et là, c'était modeste, bien entendu. Ça commençait petit. Ça s'est développé jusqu'à un moment donné où ça devenait un petit peu étouffant et épuisait les collaborateurs. Mais tout de même, d'abord, c'est un observatoire du livre et de la lecture sur le territoire. C'est aussi une institution qui lance des initiatives pour favoriser la lecture, qui donne aussi sur le territoire, qui travaille avec des enseignants, par exemple, des bibliothèques locales, municipales, qui développe le livre grec à l'étranger. C'est Ekevi, dans les années 80, donc à partir de 1994, qui fait en sorte que le livre grec soit présent à la foire de Francfort, qui est chaque année le plus grand rassemblement professionnel d'éditeurs du monde entier. Européen, bien sûr, mais du monde entier. C'est aussi... Alors, j'ai retrouvé des exemplaires dans
dans ma bibliothèque. J'avoue que j'avais oublié que j'avais ça. C'est aussi le Ekevi qui produit cette revue, Ithaka. Non, j'ai quelques numéros. Voilà, on pourra vous en montrer quelques-uns. C'est en anglais, et c'est la revue de l'actualité littéraire du livre grec qui était diffusée dans tous les pays qui étaient intéressés. Ça intéressait en particulier les éditeurs étrangers qui souhaitaient faire connaître la littérature grecque à leur lectorat. Tout cela, comment cela est... D'où vient l'argent qui permet toutes ces activités, toutes ces actions? C'est pas seulement l'énergie et la créativité d'une ou deux personnes. Cela dépendait de l'Institut français d'Athènes, ou l'Institut français de Grèce, pas seulement d'Athènes, le réseau français sur le territoire grec, qui comptait, alors j'ai vu 2 chiffres différents, mais l'ordre de grandeur est similaire finalement. J'ai lu 30 000 adhérents ou inscrits, puisque l'Institut français délivre des cours et prépare les étudiants, les élèves et les étudiants au diplôme français, leur permettant ensuite d'aller suivre des cours, des cycles universitaires après le lycée en France, s'ils le souhaitent. J'ai lu 30 000 élèves ou j'ai lu également 40 000. Alors vous me direz, c'est pas pareil. Oui, mais aujourd'hui, c'est 400. Donc ce qui compte, c'est d'avoir l'ordre de grandeur des années 90-2000 et aujourd'hui. Alors, pour quelle raison cette chute assez dramatique, spectaculaire et dramatique, est très triste du nombre d'élèves? D'abord, les familles ont progressivement préféré faire apprendre l'anglais plutôt que le français à leurs enfants. On comprend pourquoi. Enfin, l'anglais, enfin on comprend, oui, c'est d'un point de vue pratique, utilitaire, je dirais. Bon. Disons que c'est le recul de la langue française et sans doute de la culture française dans le monde, mais également le fait que, parce que la France l'État français impulse sa politique culturelle à l'étranger. Or là, il y a eu clairement un retrait, la fermeture de plusieurs des instituts français de Grèce dans plusieurs villes de province. Et le réseau français en Grèce est devenu tout à fait un peu squelettique. Il existe bien sûr tout de même, et je sais très bien que les gens qui y travaillent continuent à faire un travail remarquable, mais c'est pas le rayonnement des années 90 jusqu'au tout début des années 2000. Si bien que l'Institut français de Grèce a décidé de fermer le CTL. Voilà, le centre de traduction littéraire a fait fermer. Donc Catherine Vélissaris a pris ses bagages, est partie, et elle est allée fonder Ekemel, le centre européen de traduction littéraire. Elle a fait un pied de nez, en quelque sorte. Elle est passée du centre de traduction au centre européen de traduction. Alors là, je peux éventuellement évoquer mon expérience, puisque j'ai été formée en partie à cet endroit, et c'était absolument exceptionnel. Ces années-là, qui n'ont pas duré très longtemps. Moi-même, j'ai suivi des stages en 2002-2003, je crois, qui étaient placés sous l'auspice de grandes figures, de Jacques Derrida, de Pierre Bourdieu, de Barbara Cassin, pour les Français qui parrainaient, qui étaient au comité scientifique de ce centre. Voilà, qui formait des traducteurs de tous les pays. La différence, c'est que ce n'était pas seulement des Français qui venaient faire des stages de traduction, pratiquer la traduction, apprendre la traduction littéraire, avec des traducteurs soit français, soit grecs. Moi, j'ai souvenir absolument lumineux de séances d'ateliers de traduction avec Krisa Prosopaki, une femme exceptionnelle qui a été la grande traductrice. Elle est grecque, hein. Elle est la traductrice de Molière, en grec,
exceptionnelle. Et dans l'autre sens, c'est aussi la traductrice de Tsirkas, de Cité à la dérive. C'est la traduction que vous lisez de Cité à la dérive de Stratis Tsirkas, c'est elle qui l'a faite. Et c'est une grande amie et traductrice et biographe de Ritsos. Donc c'est vraiment une personne qui a joué un rôle intellectuel absolument remarquable. Donc j'ai le souvenir vraiment de séances extrêmement dynamiques et stimulantes de travail de traduction avec elle. Voilà, pour vous donner un peu une idée. Mais il y avait d'autres langues qui pouvaient être aussi le vecteur de traduction. Ça fonctionnait dans tous les sens et avec différentes langues, pas seulement français et grec, mais également espagnol. En particulier, c'est une espagnole qui a repris la direction de Ekemel quand Catherine Vélissaris l'a quitté, puisqu'elle a été appelée à la direction de Ekevi, le Centre national du livre grec. Entre-temps, elle avait contribué à lancer la première édition de la foire du livre de Thessalonique, qui est aujourd'hui en Grèce la plus grande foire du livre. Il y en a d'autres, hein, mais c'est la plus grande foire du livre, avec Ça n'était pas si simple, m'expliquait-elle, parce que d'abord l'essentiel des éditeurs, on verra plus tard, est à Athènes. Donc ça voulait dire la vie éditoriale au sens restreint du mot. La majorité des écrivains, mais surtout des éditeurs, est à Athènes. Donc ça veut dire tout ce petit monde se déplace à Thessalonique. D'un point de vue simplement logistique, c'est complexe. Hein. Et la Grèce n'était pas formée encore, n'était pas habituée, n'avait pas la pratique des grandes foires où l'on reçoit un public nombreux et qui s'accompagne d'une programmation culturelle en parallèle des stands où les éditeurs montrent leurs livres et leurs catalogues. Voilà. Donc, moment important. Donc là, on est en 2004. Évidemment, c'est la période vraiment rêvée, finalement, en 1986, 94, tout début des années 2000. Et la grande fracture, c'est la crise financière de 2008. Vous connaissez tous les effets qu'elle a pu avoir sur la Grèce, beaucoup plus grave, beaucoup plus dramatique qu'en France. Mais qui a conduit, pour le sujet qui nous intéresse, la fermeture d'Ekemel en 2012. Par la suite, la fermeture, alors j'essaie de retrouver, d'Ekevi également. C'est très simple, il suffit de diminuer le budget d'une institution qui ne peut plus rien faire, qui progressivement n'est plus en mesure d'assurer les missions qu'on lui confie. Et comme disait Catherine Vélissaris, c'est que aussi bien le budget diminuait et les missions augmentaient. Donc c'est le meilleur moyen d'étouffer un personnel et de faire en sorte qu'à un moment donné, les gens baissent les bras et ça s'arrête. C'est aussi le moment où un lieu très emblématique de la vie intellectuelle à Athènes, la librairie Kaufmann, a fermé. Elle a fermé en 2012. Mais en 2011, a ouvert la librairie Lexicopolio, que vous connaissez peut-être, la librairie, voilà, qui est vraiment un lieu important de la vie culturelle. Et ça se déplace un tout petit peu dans Athènes. C'est à Pankrati, derrière le stade. Donc on n'est pas tout à fait au même endroit qu'on était à l'extrême, l'hypercentre d'Athènes. Également une autre librairie qui s'appelle Le Livre Ouvert, qui a ouvert, je crois, en 2011. Donc, vous voyez, il y a quand même des frémissements qui se produisent. Hein. Je vais peut-être... on va peut-être passer... je ne sais pas. Tu veux peut-être continuer voilà, c'est le panorama, si vous voulez, des années. Donc, 2008, 2013, 2012, 2013. Avec depuis, maintenant, il reste une dizaine d'années, une reprise... doucement, depuis 2012, vous verrez, on va vous montrer des chiffres. Ben voilà, les chiffres, ils sont là. Une reprise des activités, de la production après 2012. Mais 2012, c'est l'année terrible. Hein. Ça se voit ici, là. Peut-être que, je ne sais pas, tu peux...
Je t'en prie, Nicolas. Oh, non, merci beaucoup. Non, moi, j'ai trouvé passionnant cette reconfiguration, finalement, du terme et de la durée des contours de métapolitique proposés. C'est-à-dire que l'affaire a commencé, remonter à, finalement, à la période de la dictature en soi. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Puis, tous les témoignages passionnants que tu nous as transmis, je trouve ça vraiment très stimulant dans notre volonté de reconstituer un peu la place de l'édition littéraire. On retrouve donc cette place de l'édition littéraire dans l'univers du livre en Grèce, grâce à une enquête qui a été menée il y a quelques années, qui a été publiée il y a quelques années, et ce qui a donné lieu à ces rapports, un rapport donc qui a comme volonté de retracer l'édition en Grèce entre 2009 et 2022. Et là maintenant, peut-être on aimerait voir avec vous et commenter les chiffres issus les résultats issus de cette enquête, en commençant peut-être par la part occupée par l'édition littéraire. C'est quand même assez frappant, la part donc comme résultat. On pourrait s'y attendre, mais encore faudrait-il le prouver par ces statistiques. On voit donc la part considérable que cette édition littéraire occupe dans l'édition tout court en Grèce ces 15 dernières années. Ensuite, si on voulait affiner un peu davantage ou avoir une lecture un peu plus fine de ces statistiques, on pourrait voir, en ce qui concerne toujours l'édition littéraire, quels sont les différents genres qui sont représentés au sein de cette édition, avec l'événement qui occupe là, en l'occurrence, une part. Oui. Est-ce que tu peux revenir, ça ne t'ennuie pas de revenir un tout petit peu avant, encore 2 diapos, voilà, juste après, voilà. Juste là, vous voyez bien c'est la part de nouveaux titres depuis 13 ans, donc 2009-2022. Et vous voyez que là où il y en a le moins, c'est 2012. Il y a une vraie chute. C'est vraiment les effets de la crise. C'est très spectaculaire. Il y a à peu près 20% de moins. Entre 2009, 10 000 et un peu plus de 10 500 titres. Et on arrive à 8 300. Donc c'est 20% de moins. Et ça se redresse tout doucement, mais assez tardivement. En 2016, on arrive à dépasser les 9 000 nouveautés dans l'année. Et 2018, on arrive on retrouve les chiffres de 10 ans avant. Avec évidemment le Covid, là, 2020, ça c'est clair, c'est pour tout le monde. Ça. Et le rebond, depuis 2 ans plus tard. L'énorme élan, et cette fois spectaculaire aussi, puisqu'on est vraiment au-dessus du chiffre de 2009. Ce sont les nouveautés. Oui, tu voulais dire quelque chose, Nicolas? Non, je ne sais pas. Ce sont les nouveautés. Et ce qui est peut-être intéressant à commenter aussi, c'est le fait que pendant les années de crise financière, on a eu pas mal de rééditions. Pourquoi? Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Oui, c'est ça. C'est que quand les nouveautés diminuent, les rééditions augmentent. Ça s'explique, je pense, assez facilement par le fait que les rééditions évitent, si j'ose dire, de payer des droits d'auteur, puisqu'on on réimprime des textes d'auteurs anciens et on n'a plus de droits à payer puisqu'ils sont dans le domaine public. C'est ça. Le travail éditorial a été fait, donc c'est quelque chose qu'on ne refait pas. Donc on économise des salaires d'éditeurs qui travaillent sur les textes avant de les envoyer à l'imprimeur. Je pense que c'est l'explication. Voilà, on publie toujours, on publie moins, et on publie des choses qui ont déjà été publiées. Ce que me disait Caterina Fragou aussi, avec qui j'ai parlé, Caterina Fragou est une personne qui dirige depuis un peu plus de 20 ans une agence littéraire de droit entre la France et la Grèce. D'ailleurs, pas seulement la France. Elle démarche des éditeurs français, anglais, allemands, surtout français, mais pas seulement, pour essayer de vendre des titres grecs à l'étranger et inversement. Elle représente des éditeurs français, allemands, anglais en Grèce
Elle essaie de les vendre. Donc, elle connaît bien le marché aussi. Et c'est ça qu'elle me disait aussi. C'est qu'en temps de crise, les éditeurs se rabattent sur le passé. Alors, je présume, là, je n'ai pas fait de comparaison, mais c'est peut-être pas seulement le cas de la Grèce. C'est possible. Mais tout de même, on arrive à des chiffres assez spectaculaires, vous voyez. Entre 2009, 389 rééditions, et c'est 3 fois plus en 2013. Vous voyez, donc c'est quand même tout à fait important. Hein, voilà, oui. À titre d'exemple, de comparaison, on est autour de 10 000, 12 000. En France, aujourd'hui, donc 11 500 en 2022. En France, c'est 80 000 à peu près. Titres nouveaux chaque année. Alors, ça veut dire tout genre confondu. Hein. Mais enfin, c'est 11 millions d'habitants en Grèce, c'est 65 000, 68 000. Je ne sais pas où on en est en France. Hein. Et puis peut-être qu'on pourrait commenter la part de genre littéraire. Ah, de genre littéraire ou peut-être... Juste avant quand même. Oui. Voilà. Ce que l'on constate, alors c'est peut-être plus lisible sur les statuts. Voilà, courbe. Voilà. Vous avez, ce rapport est vraiment bien fait. Vous avez à la fois les chiffres et vous avez ensuite des courbes ou des graphiques qui permettent de visualiser très très bien les choses. Ici, cette courbe, ce que vous voyez, c'est l'explosion du roman. La courbe verte, c'est spectaculaire. La Grèce était depuis, si j'ose dire, Homère. C'est un pays de poètes. Les prix Nobel, ce sont 2 grands poètes, hein, Séphéris et Litis. Ritsos, s'il n'avait pas choisi l'engagement politique qui a été le sien, il aurait probablement eu le prix Nobel. Enfin, en tout cas, c'est un poète, même s'il a écrit beaucoup de prose. Et d'ailleurs, sa prose a quelque chose de poétique aussi. C'est pas un romancier. Alors, attention, il y a des grands romanciers. Il y a Kazantzakis, Tirkas, enfin, pour citer des noms très, très connus. Mais ce qui est certain, c'est que depuis, là, c'est depuis 2009, c'est-à-dire pas tout à fait 15 ans, l'explosion du roman, c'est spectaculaire. Moi-même, je m'en rends compte quand je vois bien les catalogues. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, les écrivains grecs, aujourd'hui, rejoignent, au fond, les écrivains de français. Hein. En France, le roman, c'est le genre le plus pratiqué. Hein. Je veux dire, le plus lu. Parce que la poésie doit être très, très pratiquée, mais pas forcément lue. Comme dit, vous connaissez peut-être cette remarque... c'est le genre la poésie, c'est le genre le plus pratiqué, mais le moins lu, malheureusement. Voilà. Donc voilà, là c'est très, très spectaculaire. La courbe bleue, c'est la poésie, la courbe juste en dessous, hein, qui tout de même progresse gentiment, hein, tandis que les autres, les récits, tout en bas, les courbes qui s'entrecroisent, hein, les récits, le théâtre, etc., ça reste tout à fait confidentiel. Enfin, confidentiel. Ça reste à son étal. Hein. Et puis peut-être quelques mots aussi sur les langues à travers lesquelles on traduit, qui sont traduites en grec. Quelles sont les langues d'œuvres littéraires non greccophones qui sont traduites par des traducteurs engagés par des maisons d'édition en Grèce? Je trouve que ce que tu nous disais à propos de l'investissement, du désengagement de l'État français dans tout ce qui concerne les institutions culturelles, notamment avec les cas du CTL et sa disparition, se reflète d'une certaine manière dans ces statistiques, n'est-ce pas? Alors, oui, c'est ce qu'on voit bien. Regardez. Donc là, on parle des textes de langue à caractère latin, de langue occidentale, anglais, français, etc., vers le grec, c'est-à-dire le choix d'éditeurs grecs de faire connaître une littérature qui soit étrangère. Hein. Alors, ce qui est assez spectaculaire, c'est que pour le français, on passe de 490 titres à 203. Et l'anglais aussi, absolument, de 2002 à 1048. Donc il y a une espèce de repli. C'est assez spectaculaire hein, de cette distorsion. Oui.
Et la part du... Voilà, c'est ça, absolument. Et la part du français, dans ce contexte-là de repli, la part du français elle-même diminue. Cela dit, il ne faut pas être défaitiste parce que ce que me faisait remarquer Gilles Ortlieb, que je vous ai présenté tout à l'heure, enfin dont je vous ai parlé, c'est qu'il y a aussi un dynamisme des maisons d'édition qui parviennent à publier des traductions de livres récemment parus en France, peu de mois après leur publication, leur parution en France, très peu de temps après, on les trouve sur les tables des libraires grecs. Hein. Il évoquait Houellebecq, par exemple, il évoquait Eddie Cadour, qui est un romancier. Il n'est pas confidentiel, mais c'est quand même quelqu'un qui écrit des romans qui comptent plus de 600 pages. Bien, c'est traduit en grec. Donc, il y a des initiatives d'éditeurs qui n'hésitent pas à se lancer dans des choses a priori peu rentables, mais qui sait. Hein. Donc, il reste une vitalité. Enfin, c'est pas qu'il reste, c'est qu'on constate de fait une vitalité indéniable, incontestable, malgré la diminution du nombre de traductions. Il existe un programme d'aide à la traduction par la France pour des éditeurs étrangers. Ça s'appelle l'aide à l'extraduction. Hein. C'est-à-dire un éditeur étranger demande au Centre national du livre français, en France, de l'aide pour traduire un texte français d'un éditeur français dans le pays. Voilà, c'est un programme intéressant. Et il m'est arrivé de collaborer. Enfin, on m'a demandé mon avis sur les demandes effectuées par les éditeurs. Donc, j'en ai vu passer depuis la Grèce. Oui. Et justement, on pourrait peut-être aussi voir dans l'autre sens. En ce qui concerne les traductions, on pourrait bien sûr revenir sur la topographie, la répartition topographique de ces maisons d'édition, mais juste avant, la part des traductions d'œuvres littéraires grecques, greccophones, en français. Dans l'autre sens, dans l'autre sens. Oui. Alors, j'ai extrait de ce petit tableau-là. Je l'ai constitué à partir de l'extraction de toutes les publications traduites du grec en France depuis 1974. On a deux bases qui permettent ça. C'est le catalogue général de la Bibliothèque nationale, puisque les éditeurs français, comme d'ailleurs maintenant dans tout pays, sont tenus d'envoyer un exemplaire de leur publication au titre du dépôt légal. Donc ça permet de visualiser ce panorama. Et puis il y a un autre outil qui est Electre, qui est privé, mais qui permet privé. Ça ne dépend pas de la Bibliothèque nationale, mais je ne sais pas exactement. Peu importe. Mais enfin, c'est un outil également de recherche qui permet d'élaborer des statistiques assez utiles. Donc c'est à partir de là que j'ai regardé depuis 1975, disons. Le nombre de titres par décade. J'ai découpé en décades. 75-80, donc là, c'est 6 ans. Puis ensuite, j'ai découpé en période de 10 ans pour essayer d'être le plus objectif possible, jusqu'à la dernière période, 21-24, donc c'est la moitié. Et on voit que en 5 ans, on est déjà à 74. On n'est pas encore en 2030, donc on est déjà à 212 titres pour la moitié de la période. C'est-à-dire que si ça continue idéalement, on peut arriver jusqu'à 400 en 2029-2030. On verra. Mais qu'est-ce qu'on constate ? Ce qu'il faut voir, c'est, bien sûr, on constate l'évolution, augmentation lente, mais nette, de la traduction d'œuvres littéraires grecques en français. Quand on regarde les éditeurs qui s'intéressent à cela, et là c'est tout à fait intéressant, dans la première période, 75-80, il y a 10 éditeurs et Gallimard en publie 9 titres sur 20. Donc largement la majorité.
Hein. 41 éditeurs s'intéressent à la littérature grecque la décade suivante, puis 57 éditeurs, et Actes Sud arrive sur le marché, si j'ose dire, avec Hatier, publiant en 10 ans 21 et 31 titres. C'est le moment que je vous disais, cette période merveilleuse du CTL, du Centre de traduction littéraire. Hein. C'est exactement cela. La décade suivante, 2001-2010, 68 éditeurs s'intéressent à la littérature grecque, et j'ai mis entre parenthèses arrivée de l'Harmattan. Attention, l'Harmattan existe depuis les années 50. Mais c'est à partir de là, de cette décade-là, que les éditions L'Harmattan s'intéressent à la littérature grecque. Et là, j'ai plus le nombre exact, mais c'est non négligeable. La décade suivante, 2011-2020, 95 éditeurs. Donc vraiment, à chaque fois, on est en croissant. Hein. J'ai mis l'arrivée du Miel des Anges parce que c'est un éditeur qui ne produit que de la littérature grecque, et beaucoup. Donc, par définition, il prend une place majeure sur le marché. Mais aussi d'autres éditeurs, comme Intervalle, comme Cambourakis, qui republie beaucoup, qui publie des nouveautés, mais qui republie aussi des titres qui n'étaient plus disponibles. Je pense à Terre de sang de Dido Sotiriou, des romans de Melpo Axiotti, justement, on en parlait tout à l'heure, voilà, qui republie ces livres-là, et Quidam qui publie des nouveautés. Voilà. Donc ce qu'on constate aussi, et après j'ai fini sur ce sujet, c'est que dans la première période, le début de la métapolitefsie, en France, les éditeurs qui s'intéressent à la littérature grecque, ce sont les grands éditeurs. Les éditeurs historiques, les grands éditeurs au sens commerciaux. Gallimard, là j'ai pas cité Le Seuil, mais il y en a aussi beaucoup. Et que progressivement, ces éditeurs-là se désengagent, y compris Actes Sud, de ces publications. Et ces titres, ces traductions sont prises en charge par des petits éditeurs, voire des tout petits. Hein. Tu citais Cinébalise, ma petite maison d'édition, c'est minuscule, Cinébalise. Hein. Voilà, mais j'ai plusieurs titres grecs au catalogue. Je pense à Monem Vassia, les éditions Monem Vassia, qui bon an, mal an, publient des titres grecs, etc. Alors, il y a pas mal d'explications. Pourquoi les grandes maisons d'édition comme Gallimard ou Le Seuil ne s'intéressent plus ou ne veulent plus se lancer? Parce que ça n'est pas rentable selon leurs critères. Leurs critères. Voilà. Que aussi les petites maisons d'édition savent où trouver de l'argent dans les subventions régionales, le CNL, voire des subventions européennes, voire s'activer avec le pays d'origine pour des échanges commerciaux. Ce que des éditeurs comme Gallimard n'ont absolument pas envie de se fatiguer à faire. Hein, c'est notre pratique du métier. Voilà. Et alors, toujours là-dessus, est-ce que tu penses que l'effet générationnel dans les choix des auteurs grecs à traduire en français intervient, joue un rôle, occupe une place? Qu'est-ce que j'attends par là? Si on réinterrogeait, ou si on interrogeait d'une manière différente la base des lettres, on pourrait avoir des résultats, par exemple, sur le nombre de titres traduits selon les différents auteurs choisis par les maisons d'édition. Et quand on voit là où les générations auxquelles ils appartenaient, ces auteurs, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a ces dernières années un renouveau de l'intérêt pour justement la littérature de la métropolitefsie, post-dictatoriale et quelle est la part des classiques? Oui, tout à fait. J'aurais tendance à dire les deux. Mm-hmm. Il y a des éditeurs, je pense, comme les éditions Bruno Doucet, qui publient régulièrement une nouvelle traduction de Ritsos, d'un texte de Ritsos. Mais aussi les éditions Ypsilon, parce que les ayants droit de Ritsos, ou Ritsos lui-même, avaient décidé avaient demandé qu'aucun éditeur n'ait l'exclusivité sur les droits de traduction de son œuvre. Donc, alors qu'il n'est pas du tout dans le domaine public, plusieurs éditeurs peuvent se lancer dans l'apparition d'une traduction. Et puis, il y a toute la génération des gens beaucoup plus jeunes,
Chrysopoulos, tu l'as noté par exemple, mais là, dans les deux tableaux, ce sont des gens, c'est les classiques. Bon, Marc Harris est toujours vivant, mais c'est un vieux monsieur. Hein. Valtinos vient de mourir, c'était un très très vieux monsieur. Kazantzakis, bien sûr, là on a affaire à une génération bien antérieure. Je parle même pas de Cavafi qui est là, c'est un siècle, il y a un siècle hein, cette fois. Mais même Ménis Mandareas, ce sont des gens âgés, hein, qui sont tous nés avant la Seconde Guerre mondiale, excusez-moi. En revanche, ce que l'on constate chez les petits éditeurs que je signalais tout à l'heure, Quidam et autres, c'est qu'ils s'attachent souvent à des auteurs contemporains et des gens beaucoup plus jeunes. Palieraki, comment elle s'appelle Oh, pardon, ça va me revenir. Alors, Réa Galanaki, elle n'est pas toute jeune, elle a une petite soixantaine d'années, je crois. Oui, mais Palavos, là, moi je viens de traduire un Palavos qui va paraître bientôt, il a une petite quarantaine, il a 40 ans. Vous voyez, comment est-ce que... Minos Eftasiadis, c'est quelqu'un d'une toute petite cinquantaine d'années, etc. Donc, je pense que cette génération-là, très active aussi, qui connaissent eux-mêmes, tous ces auteurs connaissent très très bien une, deux langues étrangères. Souvent, ils ont vécu à l'étranger, étrangère autre que le grec, je veux dire. On les trouve, mais plutôt choisis par des éditeurs français, des petites maisons, qui n'hésitent pas à se lancer. Hein. Sotakis, par exemple, dont Intervalle publie. Il a quel âge, Dimitri Sotakis? Il a 50 ans, je crois. Alors, c'est pas tout jeune, mais c'est certain. Pour moi, c'est très jeune. Mais surtout, c'est la génération bien après la liste que tu avais juste avant. Voilà. Et c'est en fait la génération de la métapolitepsie. En fait, c'est ça. Ce sont des gens qui sont nés dans les années 70 ou 60, fin des années 60 ou années 70, comme Christos Chrysopoulos, par exemple. Tout à fait. Voilà, ouais. Peut-être on pourrait revenir un peu sur cette la topographie, l'installation, la répartition, je dirais, géographique de l'installation des sièges de maisons d'édition en Grèce et en France. Là, tu as choisi vraiment de... J'ai trouvé une diapo qui permet de comparer, c'est assez amusant. À gauche, le camembert, là, il est tiré de l'étude d'Orcel, dont vous parlez tout à l'heure, donc l'étude grecque. Donc c'est très simple. Les 3/4 des éditeurs sont à Athènes. C'est 76%, plus des 3/4. Hein. Et puis, vous voyez, Thessalonique et le reste de la Grèce. Voilà. Donc le reste de la Grèce, c'est surtout des presses universitaires ou des petites maisons. Hein. Je pense aux presses universitaires de Crète, hein, mais il y a aussi les presses universitaires de Patras ou de Ioannina. Mais quand on va sur leur catalogue, on voit qu'ils ne sont pas très actifs, ils publient assez peu. Hein. Ianos à Thessalonique. Alors voilà, à Thessalonique, voilà, il y a l'autre morceau, c'est Thessalonique, bien entendu. Mais c'est essentiellement Athènes, et même ce que tu avais remarqué, c'était la diapo, je pense, d'après, c'est amusant, c'est que ils tiennent dans un mouchoir de poche entre l'Institut Rudi Dautou et Panépistimiou, enfin, et le musée. Enfin, c'est vraiment un quartier, quoi. C'est même pas le quartier latin, le quartier latin à Paris, hein. C'est Exarchia et juste un peu au-delà, quoi. Et je pense alors que cela est lié aussi à tout un passé, un héritage de ces quartiers. Oui. Alors, vous voyez, on est juste à côté de l'école polytechnique qui était un des foyers de la contestation, de la protestation contre la dictature des colonels. Là, ici, on voit les images où les étudiants protestent en novembre 1973 contre la dictature coloniale. Et je pense que c'est un quartier où il y a aussi toujours cet esprit de contestation politique, et un esprit vraiment une effervescence artistique. Et c'est vrai qu'on a constaté que la plupart des maisons d'édition finalement ont leur siège actuellement. Certes, la plupart se retrouvent à Athènes, et à Athènes même, c'est plutôt dans un quartier très centré, très resserré. Et alors, pour voir par rapport à la France, voilà, j'ai de la diapo de droite. L'image de droite,
c'est une image qui photographie l'implantation des maisons d'édition en France en 2018. Pardon. Et là, c'est un peu plus de la moitié des maisons d'édition sont en Île-de-France, pas à Paris, mais en Île-de-France. Et en même temps, ce qu'on voit, c'est que sur le reste du territoire, c'est très également réparti. C'est très homogène. Alors évidemment, le nombre de publications par habitant, vous voyez, est plus élevé dans la partie sud de l'arc, un peu en deçà de la Méditerranée. Mais ça reste très, très, très homogène. C'est vraiment différent comme géographie. Bon, après, je crois qu'en Grèce, un tiers de la population vit à Athènes, il me semble. Ouais, Athènes et sa banlieue, il me semble que c'est ça, un tiers. Ce qui n'est tout de même pas le cas de la France. La France, je crois que c'est 10%, 10% pour l'Île-de-France. La population vit en Île-de-France. Non, c'est... Et maintenant, on se disait qu'on pourrait peut-être dire quelques mots sur les revues littéraires comme moyen de diffusion et de promotion de cette littérature. Nous avons répertorié certaines revues littéraires, notamment celle emblématique de Via Vaso. Alors, et là, ce qu'on aimerait vous montrer, c'est, regardez, on peut désormais les numéros, la plupart des numéros de cette revue littéraire qui a marqué des générations entières après la dictature, sont maintenant numérisés. Regardez donc, c'est magique. Si on clique dessus, ah non, ça ne marche pas, mais c'est pas grave. Ah non, ah oui, redémarrer pour continuer. Bon, peu importe, c'est vraiment dommage, mais là... Mais tout est numérisé. Tout est numérisé. Ça, c'est vraiment c'est très riche. Enfin, c'est très... oui, attendez, là, voilà. Vous voyez, quand on insiste, on y arrive. Merci beaucoup, Michel, pour l'encouragement. Alors, et ce qui est génial vraiment, c'est qu'on peut avoir accès à l'ensemble des numéros depuis. Alors, c'est une revue qui existe depuis 1979. C'est une revue de la Métapolite-FC. Et un de ces numéros, c'est celui du mois de juillet 1994, qu'on peut voir ici. Regardez, c'est magique. Nous a inspiré pour la couverture de la sélection qui nous propose une sélection des titres publiés en Grèce, d'œuvres littéraires publiées en Grèce, et puis des traductions de ces œuvres en français, que vous allez pouvoir encore visiter à la Bulac pendant quelques jours. Regardez comment ça se passe. On peut feuilleter, et c'est vraiment très, très bien fait. Bon, ici, ce sont des vœux pour un bon été. On n'y est pas encore, mais on peut rêver toujours. Et on voit aussi, oui, c'est vraiment très, très bien fait, d'une très bonne qualité. Ici, sont mises en avant des couvertures des livres. Ça, c'est Castagnotis, je crois. Tout à fait, des Castagnotis, on voit, voyez, et on peut, voilà, comme ça. On voit aussi les auteurs qu'Anne-Laure t'a cités. Vous voyez, ça, c'est vraiment. Et après, Pardon de t'interrompre, Nicolas. Une chose que je n'ai pas évoquée, mais qui est importante, on a évoqué la place prépondérante que prend désormais le roman. Ce qu'il faut souligner durant cette période, c'est les écrivaines, les femmes. Parce que j'ai vu, là, il y avait un portrait de Zirana Zatelli. Tout à fait. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas avant, mais très, très peu. Dido Sotiriou est une exception. Et en revanche, on a cité Rea Galanaki, Zirana Zatelli, Maroduka, etc. Ça, c'est quelque chose qui caractérise la période de la Métapolite-FC. La place. Alors, autre revue littéraire, Lexi, le Monto d'Edre, l'arbre, avec tout un numéro consacré au texte de l'exil. Regardez ça, c'est un numéro spécial, pardon. C'est un numéro spécial donné à Esti, revue qui, on pourrait dire, la doyenne de revues littéraires en Grèce en ce moment, avec son numéro spécial de 2014 à l'occasion des 40 ans, et consacré à la Métapolite FC 40 ans après, ainsi que d'autres revues littéraires comme Modos Panos,
The Authors Review. Et nous avons choisi ce numéro, bien évidemment, parce qu'il a été consacré à Yorgos Seferis, The Books Journal, juste à côté. Et puis... Alors là, c'était les deux qui sont là. Ce sont plutôt, si on est entre la revue et le magazine, c'est de la revue, c'est pas de la critique littéraire, c'est plus de l'actualité littéraire. Ça équivaut un peu à lire ou à... qu'est-ce qui serait l'équivalent? Le Time, oui, lire ou... Des suppléments littéraires. Ou des suppléments littéraires, voilà. Mais c'est une revue à part, The Books Journal. Oui, une des choses qu'on m'a fait souligner, c'est Manolis Piblis, je crois, et Christos Chrysopoulos, qui m'ont dit que durant cette période, ce qu'il faut remarquer, c'est la naissance et le développement des suppléments littéraires dans les journaux, par exemple. Voilà, de Tovima. Et moi, ce que j'ai constaté en acquérant des livres, c'est l'émergence, enfin la publication assez fréquente d'anthologies thématiques publiées par un journal. Alors parfois, on se dit, tiens, c'est intéressant, on va acheter ça par la bibliothèque, mais on n'arrive pas à le trouver, parce qu'en fait, c'était en vente avec le journal comme supplément gratuit. Alors, ça figure sur la magnifique base qui s'appelle le Biblionet, qui est une des créations d'ailleurs de ces années 90, à l'initiative du syndicat des éditeurs, hein, et qui est qui est restée vivante heureusement aujourd'hui, parce que Ekevin n'existe plus, Ekemel n'existe plus, etc. Mais Biblionet continue d'exister et d'être alimenté par les éditeurs. Donc voilà, ces suppléments-là, vous achetez un journal l'été et pour le week-end, vous avez un petit livre, qui est un vrai livre. C'est pas agrafé, c'est vraiment broché. Hein, je sais pas, et on demande à 10 écrivains ou 20 écrivains, des jeunes gens, plus ou moins jeunes, mais souvent des jeunes, d'écrire sur telle ou telle thématique. Ça, c'est très, très vivace. Hein. Vous le constatez, je pense, quand vous allez en Grèce et vous achetez un journal. Ça c'est vraiment un phénomène. C'est un phénomène. Tout à fait. Moi, j'ai pas vu ça en France. Enfin, je vois pas tellement. Des suppléments. Des suppléments qu'on demande comme ça à une dizaine ou une quinzaine d'écrivains contemporains. Enfin, je sais pas. Peut-être je me trompe, mais. Et puis, alors voilà, on a choisi ces deux revues parce que ce sont des revues de poésie. Même si la poésie a laissé un tout petit peu la place au roman, elle est quand même très très vivace. Et moi, j'ai beaucoup la revue Teflon parce que c'est une revue multilingue, très très belle d'abord comme maquette. Alors c'est ça aussi qu'on constate ces dernières années, c'est la création, la créativité esthétique, la créativité graphique de beaucoup de publications. Donc c'est une revue d'un grand format, Pharmaco aussi, enfin Pharmaco également grand format. Vous les avez à la BNF, on est abonné, si vous voulez aller consulter. Et Teflon, c'est multilingue. Donc tous les poèmes sont en grec et souvent dans des langues qu'on lit peu, nous, en Grèce ou en France. Hein. Beaucoup, j'ai vu du persan, de l'arabe, des langues comme ça. Très intéressant. Donc ça, c'est la vitalité d'aujourd'hui. Et ça rejoint ce que je vous disais sur la vitalité des éditeurs qui n'hésitent pas à prendre en charge des traductions de textes peu après leur parution dans les pays étrangers. Voilà. Eh bien... Et oui, il est presque 20h. Oui, c'est vrai, on arrive un peu à la fin de notre tour d'horizon. Et là-dessus, on aimerait à la fois vous demander si vous avez des questions, des remarques, des commentaires. Ou des questions, ou de... Votre opinion sur toutes ces questions. Bien évidemment, nous pouvons aussi, si vous n'avez pas dans l'immédiat, parce que je pense que nous sommes tous, comment dire, on veut rester dans cet univers fabuleux qu'alors tu nous as décrit. Vraiment un énorme merci d'avoir partagé avec beaucoup. nous. Merci. Merci.
d'avoir partagé ton goût pour les livres, mais la traduction, l'édition, dans les sens plus large du terme, pour ces beaux voyages virtuels au monde de l'édition littéraire grecque et de la traduction des œuvres littéraires grecques en français. Et merci à toutes et à tous d'avoir assisté aujourd'hui à cette belle rencontre. Merci Anne-Laure, merci infiniment.